Députée novice, jamais encartée avant En Marche, elle est désormais l'une des porte-paroles de son groupe. Marie-Christine Verdet-Jouclas, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Installez-vous, je vous en prie. Est-ce que vous désirez boire quelque chose? Oui, je veux bien le café, s'il vous plaît. Très bien. Alors, Marie-Christine Verdet-Jouclas, vous êtes présidente du groupe d'études vin et œnologie à l'Assemblée, c'est bien ça? Vigne, vin et œnologie, exactement. Groupe d'études. Ouais. Ça vous vient de votre terroir, cette passion pour la viticulture? Oui, ça me vient de mon terroir et de ma famille aussi. En fait, j'ai ma fille qui est ingénieure agronome et diplômée d'état d'œnologie, donc qui m'a en fait transmise la passion du vin. Et mon mari aussi qui s'est beaucoup occupé de tout ce qui est œnotourisme par le passé. Et du coup, à Gaillac, j'ai un vignoble quand même important, même si ça reste un petit vignoble comparé à la Bourgogne, au Champagne ou à Bordeaux. Et j'ai eu envie vraiment de m'investir pour eux parce que je connais la plupart des vignerons. J'ai travaillé pendant longtemps dans cette ville-là et j'ai eu envie de m'investir et de briguer effectivement cette présidence. Et il faut savoir que ce poste-là est très convoité. Exactement. Et que vous l'avez ravi aux députés du Bordelais, de Bourgogne. Je n'étais pas très content au départ. Maintenant, c'est mes vice-présidents et on travaille vraiment bien ensemble. Et oui, parce qu'en fait, moi, j'ai fait campagne, tout simplement. C'est-à-dire parce que Richard Ferrand a changé les règles et je trouvais que c'était bien. Plutôt que de désigner les présidents des groupes d'études, il a demandé aux députés de s'inscrire dans les groupes d'études et que ce soit les députés eux-mêmes qui élisent leurs présidents. Et donc moi, j'ai fait campagne. Je suis allée voir tous les députés. Vous aviez un programme? Exactement, en leur expliquant pourquoi je voulais être présidente et qu'est-ce que je voulais faire. Voilà, et qu'est-ce qui était différent entre moi qui représentais l'Occitanie, un petit vignoble, et par rapport à ceux qui représentaient des vignobles prestigieux. En fait, je leur ai expliqué que je pourrais faire les deux en même temps, alors que eux s'occuperaient peut-être uniquement de ces vignobles-là, qui sont la vitrine quand même au niveau international, et on en a besoin, et s'occuperaient pas trop des petits vignobles et des problématiques qu'on ne retrouve que dans les petits vignobles. Et ça les a suffisamment convaincus pour que je sois élue, et avec une sacrée avance. Est-ce que c'est un lobby? Est-ce que le vin est un lobby? Alors, je réponds et ce groupe d'études? Alors, je réponds toujours en me disant à combien ça commence un lobby, en fait? Est-ce que quand nous, chaque député de ce groupe d'études, allons chez nos vignerons et qui nous expliquent pendant 1 heure ou 2 heures à la fois ses satisfactions mais aussi ses difficultés et qu'est-ce qui pour lui fonctionne pas et qui pourrait mieux fonctionner, est-ce qu'on considère que c'est un lobby ou pas? Moi, je me suis toujours posé quand même cette question. Et la réponse, je crois qu'on peut la trouver très facilement, c'est à partir du moment où on défend un intérêt collectif et pas juste un intérêt individuel et que financier, moi je considère que non, on n'est pas un groupe d'études lobbyistes. En tout cas, j'ai donné les consignes aux députés, enfin, moi, ce que je voulais faire avec cette présidence tout de suite, en disant qu'on n'était pas là pour prendre tel quel les amendements qu'on nous apporterait, que je voulais que ce soit un groupe d'études à l'écoute de chaque territoire, et que vraiment ce qu'on porte, ce soit issu de là. Vous les remettez en question, parfois, oui. Ces viticulteurs. Oui. Vous remettez en question leurs pratiques, par exemple sur l'environnement. Bien sûr, mais on les remet en question, mais d'autant plus facilement que eux le font de façon spontanée, en fait. Voilà. Et peut-être plus en viticulture que dans les autres secteurs d'activité de l'agriculture. Ils ont toujours eu ce souci, en fait, de traiter le moins possible pour avoir simplement un vin de qualité. Est-ce que c'est vrai dans tous les vignobles? Non, c'est pas encore vrai. On connaît le souci du Bordelais, notamment. C'est pas encore vrai dans tous les vignobles. Et un repère que je peux vous donner, c'est que quand vous passez auprès d'un vignoble, s'il est nickel chrome, que vous n'avez pas une seule herbe entre les rangs, vous pouvez dire que oui, ici, le travail n'est pas fait correctement. Du moins, il n'y a pas cette envie d'aller vers la transition pour éviter d'utiliser les pesticides. On va écouter justement une de vos interventions dans l'hémicycle sur cette question. Force est de constater que les viticulteurs sont conscients de la nécessité de diminuer les produits phytosanitaires. Dans mon département du Tarn, en particulier à Gaillac, ils sont précurseurs. Depuis 10 ans déjà, un groupe nommé Ecophyto travaille activement à ce sujet. À l'occasion d'une récente réunion avec ce groupe de travail, j'ai pu appréhender les difficultés qui restent à franchir pour parvenir à l'objectif ambitieux d'arrêter l'utilisation du glyphosate d'ici 3 ans. Objectif impératif à réussir, sans pour autant laisser aucun agriculteur au bord de la route. Il vous écoute sur ces questions? Oui. Même dans le Bordelais?
Oui, oui, bien sûr, ils nous écoutent. Après, aujourd'hui, ils ont raison, c'est qu'il faut qu'on puisse leur donner des moyens. Et les moyens, force est de constater qu'il n'y en a pas 36 000. Parce que ceux qui attendent qu'on puisse remplacer le glyphosate par une autre molécule, enfin, je veux dire, c'est voué à l'échec. On sait très bien qu'on ne remplacera pas ce produit par un autre produit. Donc c'est quoi après? C'est des moyens robotiques, des machines qui soient capables d'aller sous le rang. Parce que le plus difficile pour ceux qui sont vraiment dans la transition, c'est de pouvoir désherber sous le rang sans attaquer en fait le raisin ou le cep de vigne. Et ensuite, c'est mettre en place des moyens humains pour revenir à l'ancienne. Et sur des vignobles comme le Bordelais, c'est là où ça se complique. Donc oui, ils entendent, mais ils nous disent comment on fait, aidez-nous à faire. Vous nous rassurez, ce groupe d'études, ce n'est pas uniquement pour des dégustations à l'Assemblée nationale. Même ils regrettent qu'on n'en fasse pas suffisamment, parce qu'en fait, on en fait une par an. Parce que je crois que c'est aussi, c'est ça, la convivialité, et puis que chacun puisse décliner la richesse de son territoire. C'est un moment très convivial, une fois par an. Que l'on consomme évidemment avec modération. Mais c'est évident et c'est important parce que c'est pas parce qu'on est un groupe d'études vigne, vin, œnologie qu'on n'est pas préoccupé par tout ce qui est prévention par rapport aux fléaux qu'on peut voir. Oui, justement, est-ce que le vin est un alcool comme les autres? Alors, il y a eu un grand débat au sein du gouvernement sur cette question. Mais il y a eu un grand débat et je comprends pas d'ailleurs qu'il y ait eu un grand débat parce que oui, bien sûr, c'est un alcool comme les autres à partir du moment où dans le vin il y a de l'alcool. Mais non, ce n'est pas un alcool comme les autres parce qu'il représente autre chose. Derrière, c'est des hommes et des femmes qui travaillent, qui défendent leur patrimoine. Vous comprenez quand même la ministre de la Santé, finalement. Le foie ne distingue pas le vin de la vodka. Mais c'est pour ça que je dis au départ. La prévention est nécessaire. Oui, c'est un alcool aussi comme les autres. Celui qui croit que quand on consomme du vin, on ne consomme pas de l'alcool, c'est ridicule. Et il n'y aura aucun député qui vous dira, enfin dans mon groupe en tout cas, qui vous dira ça. C'est les premiers à dire. Prévention et promotion, c'est compatible alors? Oui, c'est compatible à partir du moment où vous dites clairement les choses. Et je crois qu'en France, un des soucis qu'on a, c'est que des fois, il y a des sujets tabous. Et il ne faut pas que ce soit un sujet tabou. C'est la première fois que je vois un Playmobil faire une pirouette. Parce que vos éléments de langage. Vous parlez de qui là? C'est moi que vous traitez de Playmobil? Vous osez. C'est moi que vous traitez de Playmobil? Vous prononcez non, mais sur une question d'éthique. C'est moi que vous traitez de Playmobil? En tout cas, vous travaillez sur des sujets polémiques. Et vous allez prendre des coups. Vous êtes porte-parole, l'une des porte-paroles du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si j'aime prendre des coups. Je fais le job. Vous prenez des coups sur les plateaux quand on vous traite de Playmobil. Ah mais oui, bien sûr. Mais ça fait partie. Alors ça fait partie du jeu. Non, je le découvre. Oui. Alors aujourd'hui, j'ai envie. Est-ce que vous aimez ça? Prendre des coups? Non, débattre sur des plateaux. Ah oui, débattre, oui. Non, prendre des coups. Franchement, moi, je suis tout en sincérité et en conviction. Donc prendre des coups, non, c'est pas des choses qui me font plaisir, même si aujourd'hui, avec le recul, mais vous ne vous laissez pas faire. Non, je me laisse pas faire, j'en ris. Sur le moment, je n'ai pas compris et oui, ça m'a mise en colère. Enfin, ça vous a blessé d'être traité de Playmobil? Oui, parce que je comprenais pas pourquoi. C'est ce que j'ai dit à la soirée de mes vœux. Je leur ai dit, quand on me dit ça, je dis, mais oui, mais moi, je peux pas sortir l'élu que je suis, la mettre à côté et leur dire, allez-y taper, il n'y a pas de souci, ça me concerne pas. C'est quand même très compliqué. Donc, ça m'a heurtée. Et après, j'ai compris pourquoi il avait dit ça. Et comme je ne suis pas d'accord, c'est vrai qu'aujourd'hui, je le prends avec humour. Mais oui, je ne me laisse pas faire parce que pourquoi je crois qu'on n'a pas le droit d'insulter. Parce que vous vous pliez aux décisions du gouvernement? Oui, voilà, c'est parce que vous défendez le gouvernement. C'est le nouveau mot. Godillot, ça prend plus. Non, maintenant, on nous appelle Playmobil. Et après, moi, ça me dérange plus aujourd'hui, en fait, qu'on m'appelle Godillot et Playmobil. Et je pense que je réagirai différemment parce que maintenant, j'ai compris le sens de pourquoi on m'a appelé comme ça. Parce que tant que, effectivement, on me présente des projets de loi qui étaient dans le programme et les engagements du président de la République avant son élection, ce pourquoi moi j'ai décidé de me candidater pour être député, ça me va. À ce moment-là, ben oui, je suis un Godillot, je suis un député, je suis un Playmobil, ça ne me pose aucun souci. Le je bilan sais que j'ai mon libre arbitre. Le bilan n'a pas toujours été difficile à défendre face aux gilets jaunes, la réforme des retraites ou encore le congé parental pour deuil d'un enfant. C'est aussi ce qui m'agace un peu en politique. C'est le jeu de nos oppositions qui sont sur des postures. Parce que M. Bricou, il savait très bien qu'on préparait une belle loi sur ça. Il savait très bien qu'on voulait avoir un spectre beaucoup plus large.
Parce que les 12 jours, ça ne règle que le problème des salariés privés. Et encore, est-ce que 12 jours, c'est vraiment la bonne dose? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu modifier la loi à ce moment-là? Si, sauf qu'on était dans le spectre de la réforme des retraites. Je vous avoue qu'on est vraiment très omnibulé par cette réforme parce qu'on sait qu'il faut la réussir et qu'on n'a pas pris le temps de préparer cette PPL. C'est ce que j'ai dit quand je dis qu'on a fait une erreur collective, c'est qu'on n'a pas pris la mesure, on n'a pas pris le temps de préparer. Mais voilà. est-ce qu'il faut tout assumer par fidélité, finalement? C'est la question qui se pose aussi. Mais sincèrement, à ce moment-là, ça veut dire qu'on ne serait pas d'accord avec les votes qu'on fait. Ça nous est arrivé, je vais être sincère, ça nous est arrivé. Il y a des fois, j'ai eu voté, alors je ne vous dirai plus quoi, ne me demandez pas parce que je ne saurais plus. Mais des fois, j'ai voté en me disant, bon, flûte quand même. Et on n'est pas toujours d'accord. Heureusement, on vient de sensibilités différentes. Mais il y a une discipline. Mais il y a une discipline, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a débattu et que la majorité a décidé, c'est ça. Si ce n'est pas votre majorité, vous appartenez à un groupe ou pas? Est-ce que vous appartenez à une majorité ou pas? Ben oui, c'est ça la discipline, sinon il n'y a plus de majorité. C'est une plongée dans le grand bain pour une femme qui, il y a 2 ans, n'était pas élue. Mais ça, c'est clair. Porte-parole, les débats, la violence. C'est vrai. Ça vous fait douter parfois? Non. Alors, non. Profondément, non. Mais comme tout le monde, j'ai des moments de doute. Et c'est là où je ne remercierai jamais assez mon mari. Je ne fais pas de la pub pour lui, mais quand même. Parce que j'ai un soutien vraiment complet de sa part depuis le départ. Et finalement, vous entrez en politique et votre mari, lui, la quitte. Et oui, il la quitte, mais parce que lui, ça fait 3 mandats municipaux qu'il fait et qu'il avait envie de passer à autre chose. Et il donc c'est vous qui prenez le relais. Décision. Et du coup, c'est moi qui prends le relais. Mais voilà, mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'arrive à le dire, mais au début, j'avais du mal à dire que je faisais de la politique, en fait. Parce que pour moi, la politique, c'était la politique politicienne. Non, mais c'était la politique politicienne. Ouais. C'était celle que j'ai refutée, justement, et qui m'interrogeait tant sur mon choix du futur président. Mais c'est ce qu'on vous demande de faire sur les plateaux télé. C'est ce que vous assumez de faire, d'une certaine façon. La politique politicienne, non. Parce que chaque fois que je suis sur un plateau télé, je suis en sincérité et en conviction. Je dis ce que je pense. Déçu par le rôle de député? Non, vraiment pas. Vraiment pas. Même si on a pris des coups, même si c'est dur, même si ça sera encore difficile. Le premier coup a été très dur, hein, sur le glyphosate. Et encore une fois, heureusement que j'ai eu mon mari. Parce que je me suis dit, c'est pas moi. Tout ce qu'on disait sur moi, là, j'ai dit, c'est pas moi. C'est pas moi. Il se trompe. Ça, c'était dur. Donc le premier a été dur. Après, on s'est guéri, mais attention. Moi, je suis restée fidèle à ce que je suis à moi-même. C'est-à-dire, c'est bien de se protéger un peu parce que, à force de prendre des coups, vous pouvez plier et de ne pas vous relever. Mais si vous vous protégez trop, vous devenez des députés hors sol. Vous devenez en fait ceux qu'on a voulu battre et qu'on a battus. Des gens en fait qui oublient ce que c'est le terrain, qui oublient qui ils sont. Et moi, je suis très vigilante à ça. Donc, je continuerai à faire de la politique tant que j'aurai le sentiment de pouvoir être utile et de changer les choses. Mais je ne veux pas en faire mon métier, absolument pas. Merci à vous. Merci Marie-Christine Verdier-Jouclas d'avoir accepté de vous livrer dans Les Moins et Moi. Merci à vous.